le conseil général du département de l'Hérault de 1800 à 1814. La loi du 28 pluviose en 8, 17 février 1800, institua un préfet qui était assisté par un conseil général du département et un conseil de préfecture qui s'occupait de la justice du contentieux. Les fonctions préfectorales embrassaient l'ensemble des domaines. La circulaire du ministre de l'Intérieur Bonaparte au préfet du 25 mars 1800 demandait au préfet de désigner au premier consul des citoyens que vous croirez les plus capables de vous seconder dans vos travaux. Vous fixerez principalement votre attention sur ceux qui, par leur moralité connue, leur attachement aux principes républicains et par les acquisitions de domaines nationaux, présentent au gouvernement une garantie de leur dévouement et de leur fidélité à la Constitution de l'an 8. Ainsi, dans l'Hérault, 16 conseillers généraux sont nommés directement par le premier consul en 1800. À partir de la Constitution de l'an 10, du 4 août 1802, le collège électoral du département proposait au choix du premier consul 2 noms par siège vacant au moment des élections législatives. Désignés pour 15 ans, les conseillers généraux étaient renouvelés à l'occasion de démissions, de décès ou par tirage au sort, par tiers, en 1803, 1806 et 1810. De 1800 à 1814, 31 personnes occupèrent la fonction de conseiller général du département pendant en moyenne 11 ans. Alors, quelle est la composition, l'organisation et les compétences ? En 1802-1803, le département de l'Hérault comptait 289 448 habitants, dont 32 500 à Montpellier. L'administration départementale était logée dans l'hôtel de Ganges, l'ancien hôtel de l'intendance. Jusqu'en 1806, les locaux étaient partagés avec la mairie de Montpellier, le rez-de-chaussée pour la ville, l'étage pour le département. Qui étaient ces 31 conseillers généraux ? Lors de leur nomination, les conseillers généraux étaient âgés en moyenne de 43 ans, en grande majorité mariés ou veufs, avec des enfants. Entre arrondissements, la répartition géographique était assez équilibrée si on tient compte de la population. 12 personnes originaires de l'arrondissement de Montpellier, 11 de Béziers, 3 de Lodève, 3 de Saint-Pons. Les notables composaient cette assemblée, 7 propriétaires fonciers, qui n'exploitaient pas mais louaient leurs terres, 8 militaires, 8 magistrats et avocats, mais tous ces gens-là possédaient également des terres. 5 négociants, ce qui est beaucoup moins, 1 médecin seulement et un ex-législateur. Ils étaient fortunés, voire très riches. Sur les 16 conseillers aux revenus connus, 9 déclaraient un revenu compris entre 6 000 et 15 000 francs, 5 entre 15 000 et 50 000, 2 au-delà de 50 000. Ce qui est quand même conséquent. 7 conseillers sur 31 étaient francs-maçons, Boussérolle, Fréjeville, Join de Siran, Jean-Baptiste Lajard, Pendin de Saint-Hippolyte, Poitvin, qui était payeur général de la 9e division militaire, Turenne. 3 conseillers étaient protestants, Fréjeville, Louis-Mourgue, Poitvin. 10 ci-devant nobles, aux opinions patriotes et modérées au but de la Révolution, étaient membres du Conseil général, c'est-à-dire un tiers du corpus étaient donc des membres de l'ancienne noblesse. 3 avaient fait partie même de la haute noblesse. Le marquis de Fréjeville, le marquis de Carrion-Lissas et le marquis de Turenne, qui était colonel à l'état-major de l'empereur et un de ses chambellans. À cause de leur amitié avec Lucien Bonaparte, deux des grands nobles qui étaient membres de ce conseil subirent une disgrâce. Le marquis de Fréjeville, d'une famille de la noblesse protestante et membre de la Société des Amis de la Constitution en 1790, poursuivit sa carrière militaire sous la Révolution jusqu'à devenir général de division. Le 18 Brumaire en 8, le député Fréjeville sauvait Lucien Bonaparte en l'extirpant de son fauteuil de président des 500 au moment donc du coup d'État. Le 8 mai 1802, il devenait commandant de la 9e division militaire à Montpellier. Le 24 octobre 1802, au moment du vote du consulat à Alvy, il adressa une note purement confidentielle au tribun Lucien Bonaparte, donc il tenait au courant de ce qui se passait dans la région, qui exposait la situation de l'esprit public et des idées religieuses dans la 9e division militaire. Il préconisait de s'appuyer, je cite, sur ceux qui ont brassé la Révolution avec courage et l'ont servi avec probité, et de se méfier des faux amis, c'est-à-dire des émigrés amnistiés et des prêtres réfractaires. Du 10 septembre 1807 jusqu'en 1814, il fut pourtant maintenu en non-activité, parce qu'il aurait proclamé plusieurs fois l'injustice avec laquelle l'empereur traitait son frère Lucien. En revanche, il fut membre du Conseil général de l'an 13 jusqu'en 1816, où il fut très actif. Autre personnage intéressant, je ne vais en prendre que 2, parce que c'est des personnages
qui dépasse même un peu Montpellier, le capitaine de cavalerie Marie-Henri de Carrion-Nissas, marquis de Murviel, fut porté à la tête de la municipalité de Lézignan-la-Sèbe par ses anciens vassaux et en profita d'ailleurs pour acheter des biens nationaux. Arrêté sous la Terreur, il fut sauvé par la chute de Robespierre. Le 18 Brumaire lui ouvrait de nouvelles perspectives comme ancien condisciple de Bonaparte à l'école royale militaire de Paris et comme gendre du cousin germain du second consul Cambacérès. Il résidait à Paris, s'il n'empêcha pas, dès l'an 8, de devenir membre du Conseil général de l'Hérault, jusqu'à sa nomination au tribunal en l'an 9. Mais il continua sur les affaires de l'Hérault. C'est un personnage important pour l'Hérault. Le 30 avril 1804, il proposa au tribunal l'établissement de l'Empire. Pour l'instant, tout va bien pour lui. Une première fois, malheureusement, il tomba en défaveur car il s'opposait au Senatus Consulte du 18 mai 1804, écartant Lucien Bonaparte de la ligne de succession impériale. Il était parmi les 30 plus imposés du département, il se situe à la 14e place. Il a été rétabli plusieurs fois dans ses fonctions, je vais passer parce qu'il a eu une vie assez mouvementée, et il tomba de nouveau en disgrâce en 1812-1813, même si Napoléon l'a rappelé plusieurs fois. C'est à Carrion-Nissas que revient le mot fameux que tout le monde connaît. Ils n'ont rien oublié ni rien appris en parlant des anciens émigrés sous la Restauration. Alors, après avoir présenté les conseils généraux, comment ces séances se passaient? Est-ce qu'elles étaient réduites? Est-ce qu'ils ne venaient pas au conseil? Chaque année, le conseil général de l'Hérault tenait légalement une session, c'était légal, d'une durée ne dépassant pas 15 jours. Les dates de session des conseils généraux et des conseils d'arrondissement étaient fixées par le gouvernement. Dans leur séance du 22 mai 1802, les conseillers généraux considéraient que la loi impose au conseil des départements des obligations fort étendues quand le temps de leur session est très court. Par conséquent, entre les sessions, le Conseil général décida de créer 4 commissions permanentes auxquelles participa plus que la moitié des conseillers généraux. Donc ils étaient donc quand même actifs. Dès le 21 juillet 1800, le Conseil a arrêté qu'il serait adressé une observation au ministre de l'Intérieur pour qu'à l'avenir, les sessions des conseils généraux et d'arrondissement eurent lieu à des époques qui conciliassent mieux les intérêts des membres de ces divers conseils, qui tous ont été obligés de quitter leurs affaires au moment le plus intéressant, celui de la récolte. Et alors, le gouvernement en a tenu compte, mais vous savez qu'on était en guerre et que l'empereur était absent souvent du fait des nécessités. Et donc, il y en a 6 qui se tiennent à des dates qui leur conviennent, mais il y en a quand même plusieurs qui vont quand même se tenir pendant l'été, ce qui ne favorise pas donc la présence, parce que ceux qui venaient de Saint-Pons, je ne vous dis pas les routes, ce n'étaient pas les routes d'aujourd'hui. De 1800 à 1813, le nombre moyen de jours par session s'élevait à 13 jours. Ça veut dire que quand même, ils venaient aux sessions. Ce n'est pas 15 jours, mais ils se tenaient 13 jours. Et on ne peut pas dire, comme on l'a dit pour un autre département, la Haute-Garonne, qu'à la fin de l'Empire, à partir de 1806, ça n'intéressait plus personne. Parce que si on compare le nombre de jours où ils sont présents en 1812-1813, on voit que le chiffre est même supérieur à la moyenne. Donc ça veut dire qu'il est actif. Et qu'ils sont actifs. Le Conseil général de l'Hérault ne fut pas victime d'un grand absentéisme parce que les conseillers généraux rappelaient collectivement l'obligation de présence. Dans sa session du 14 avril 1801, le président du Conseil général fut chargé de témoigner à 2 conseillers venant régulièrement, Rouault et Lénadier, du peu de satisfaction du Conseil. Le 15 août 1811, les conseillers généraux demandaient au président Pandin de Saint-Hippolyte de réprimander M. Baille pour son absentéisme. Pendant sa présence à la session du Conseil général de 1807, Juin de Siran, juge au tribunal de Saint-Pons et ancien conseiller général, fut chargé de témoigner. Juin de Siran donc fut victime d'une malveillance criminelle que relate un de ses collègues qui écrit à ses conseillers aux conseillers pour leur dire: un incendie a, dans la nuit d'hier, consumé les granges, les écuries et les bergeries de la métairie de l'Oriol, située dans la commune de Siran, et appartenant à notre collègue, M. Juin de Siran. Tout a brûlé. Ces résultats sont affreux et occasionnent un dommage incalculable pour ce dit homme. En effet, son économie et les privations qu'il s'était imposées réparaient sa fortune que la Révolution avait considérablement ébréchée. Il commençait à respirer sous un gouvernement qu'il chérit et qu'il sert avec d'autant plus de zèle et de fidélité lorsque ces scélérats ont entêté à ses propriétés. On est dans une société rurale. Concernée par cet attentat, vous allez le voir, le 23 octobre 1807,
le Conseil général demandait au ministre de l'Intérieur de trouver le moyen d'indemniser Juin de Siran. Il dit, avec une très grande confiance, le Conseil général n'oubliera pas dans cette circonstance que Sa Majesté l'Empereur connaît par lui-même toutes les délibérations et les vœux. Bon, il n'a pas été indemnisé. Ce qu'on sait, c'est qu'un ancien fermier et sa femme, renvoyés pour dette par Juin de Siran, furent soupçonnés de ces dommages qui sont évalués à 15 000 francs. On verra l'incidence de toute la politique agricole dans la gestion du Conseil. C'est pour ça que j'ai cité ce cas. Quelles sont donc les compétences du Conseil général? On a vu qu'il se réunissait. Maintenant, quelles sont les compétences? Eh bien, elle est définie par la circulaire Chaptal du 6 Ventose en 9, 7 mars 1801. Jean-Antoine Chaptal, conseiller d'État en 1799, puis ministre de l'Intérieur de 1801 à août 1804, participa activement à l'élaboration de la nouvelle organisation administrative de la France. Et la circulaire de Chaptal, du ministre, du 16 Ventose en 9, 7 mars 1801, appliquée pendant tout le Consulat et l'Empire, précisait les missions du Conseil général fixées par la loi, évidemment, du 28 Pluviose en 8. Les 4 premières fonctions relevaient de missions administratives et concernaient essentiellement la fiscalité, déterminer les contributions directes des arrondissements communaux, à l'époque c'était Montpellier, Lodève, Béziers, Saint-Pons, à charge pour eux de les répartir entre les communes, examiner les demandes de réduction d'impôts présentées par les conseils d'arrondissement et par les communes, fixer le taux des centimes additionnels aux contributions pour faire fonctionner le département et équilibrer le budget, entendre le compte annuel du préfet sur l'exécution du budget et l'emploi des centimes additionnels votés. La 5e mission était d'ordre politique. Je cite le texte de la circulaire. Exprimer leur opinion sur l'état et les besoins du département par des rapports et des vœux adressés au ministre de l'Intérieur. Chaptal donnait une liste détaillée de 34 thèmes à aborder, qu'il classait sur 5 grands rubriques. Vous verrez que pratiquement ça touchait tous les domaines. Agriculture et commerce, secours public et prison, pont des chaussées et navigation, instruction publique, population et administration. Selon Chaptal, cette 5e attribution des conseils généraux donnait, je cite, à leur rapport avec le gouvernement un caractère de représentation départementale. Un caractère de représentation départementale. C'est ça qui est très important. Et on va voir s'il joue vraiment ce rôle de représentation départementale. À chaque session, les conseillers généraux élisaient leur président et leur secrétaire. Cette élection directe du président lui donnait une relative indépendance par rapport au préfet, puisqu'il représentait dans une certaine mesure les populations locales. Le préfet et les directeurs d'administration lui écrivaient pour l'informer, pour lui rendre des comptes. Les demandeurs de subventions lui expliquaient l'intérêt de leur dossier. Les présidents élus furent 7 magistrats et 2 propriétaires fonciers. Donc plutôt plus de magistrats que de propriétaires fonciers. Certes, une élection renouvelée chaque année était une réelle faiblesse pour l'institution. Mais Jean-Pierre de Grasset exerça la fonction de président de mai 1802 à 1805 et encore une fois en 1813. Membre d'une famille noble de Pézenas, cet avocat patriote faisait partie des plus riches propriétaires du département en disposant de 40 000 francs de rente. Le 15 octobre 1807, André Reich, magistrat sous la République et avocat à Montpellier, donc fut élu président donc, du Conseil général. Mais même quand il n'a plus été président, il a pendant pratiquement toutes les années de l'Empire, il a participé à une commission agriculture, commerce, secours public et prison, ce qui fait qu'il jouait un rôle, comme d'autres, dans l'administration du département. En autres personnages, mais on ne peut pas tous les citer évidemment, c'est Joseph Gabriel Laure, qui est président en 1808 et en 1809. C'est un avocat et un propriétaire foncier à Olonzac, dans le canton de Saint-Pons. Il exerça plusieurs fonctions administratives pendant la Révolution. Donc on voit que les présidents n'étaient pas tous des Montpelliérains déjà, ce qui est quand même important. Mais le plus notable quand même de tous ces présidents fut le président élu en 1810, Jacques-Joseph de Boussérolle. Le 7 novembre 1811, le préfet envoyait au ministre de la Police une fiche d'information le concernant. Il y en a beaucoup des fiches d'information, c'était une période où on en faisait beaucoup. On continue, je pense. L'origine de sa fortune est patrimoniale, dit-on. Elle consiste en propriété foncière, saline, de Péquet près d'Aigues-Mortes et est faite en portefeuille. La quotidie de sa fortune lui donne 100 000 francs de rente. Elle s'est accrue durant la Révolution par l'augmentation du revenu des salines. Mais oui, il n'y a plus d'impôts.
Mais cet avantage a cessé depuis l'établissement des impôts sur le sel par la loi du 24 avril 1806. Je ne lui connais aucune acquisition en biens nationaux. Cet ancien président à la Cour des comptes de Montpellier participa en 1790 à la Société des Amis de la Constitution. Après 1791, il n'émigra pas. Il se contenta de mettre fin, puisqu'il était chargé de mettre fin à la Cour des comptes, hein, mais il n'émigre pas et il se contente essentiellement de garder sa fortune. Et le préfet dit, il a joué le rôle d'un homme riche qui a cherché à conserver ses propriétés. En 1806, il se citait à troisième place parmi les 30 plus imposés du département. À partir de 1811, il présidait la cour impériale de Montpellier, hein, c'est Cambacérès qui l'a fait nommer. Le 19 juin 1813, sur recommandation de nouveau de l'archichancelier Cambacérès, l'empereur le créera baron d'Empire avec un majorat constitué d'une petite partie de son immense fortune, notamment le domaine de la Mogère. Et il exerça la fonction de conseiller général du 30 août 1805 jusqu'à sa mort le 6 janvier 1814. Alors, en plus des compétences que je viens de citer, il y a une compétence qui est exercée, mais qui n'est pas dans la circulaire Chaptal, mais qui, de fait, passe dans le Conseil, c'est la conscription. Une fois fixé le nombre départemental de conscrits par le gouvernement, le Conseil général s'occupa de sa répartition, du moins en 1802, 1803, 1804. À partir de l'an 13, seuls le préfet et les sous-préfets effectuèrent la répartition des conscrits, désormais par canton. Cependant, le Conseil général continua à émettre des avis sur la conscription et sur les prestations en nature liées aux opérations militaires. En l'an 12 et en 1806, il demanda en vain que la fourniture des canonniers, des ports et des côtes fût effectuée par l'ensemble des communes, car le système spécifique imposé aux 35 communes maritimes conduisait à leur dépeuplement et était très lourd pour elles. Dans sa séance du 22 août 1807, il regrettait que les indemnités pour la réquisition des fourrages ne fussent pas payées correctement, comme c'était le cas pour les commandes de vivres. Et surtout, cette dernière délibération qui est très importante, le 23 août 1811, le Conseil général de l'Hérault tenait à rappeler qu'il donnait son avis sur les opérations de recrutement, car, je cite, « la conscription est une contribution » qu'il faut d'ailleurs alléger. Voilà pour l'organisation, la composition et l'organisation. Maintenant, on va étudier le rôle fiscal et budgétaire, qui était un rôle important. Bon, ça va être un peu ardu parce que les impôts à cette époque sont un peu compliqués. Ça touche d'ailleurs, je crois, encore maintenant la même chose. Quel était le rôle effectif du Conseil général de l'Hérault dans la définition du montant des deux principaux impôts directs, la contribution foncière et la contribution personnelle? Quelle influence exerçait-il au cours de l'élaboration du budget départemental? Plusieurs lois de finances furent votées tardivement par le corps législatif pour des raisons d'absence de l'empereur et de guerre, en 1807, en 1808, en 1811. Aucune loi pour 1812 avant la loi de finances du 20 mars 1813. Par conséquent, ces années-là, le Conseil général, on ne répartit rien parce qu'on est obligé de préparer sur la confection et la mise en recouvrement des impôts, on n'attend pas, etc. Le Conseil général évoquait aussi la surcharge fiscale. Tous les conseils généraux pensaient qu'ils étaient trop imposés par rapport aux autres. Bon, là, ils évoquent une autre surcharge, c'est-à-dire par rapport à l'arrondissement de Montpellier sur l'arrondissement de Béziers. Là, on voit qu'il y a une discussion assez serrée, puisque 8 conseillers sur 14 refusaient un dégrèvement en faveur de l'arrondissement de Montpellier. Je trouve que non, il ne faut pas revenir sur ce qui avait été décidé au moment de la Révolution. En 1803, cependant, l'arrondissement de Montpellier va bénéficier d'un petit dégrèvement, du moins comme l'État permet, baisse l'impôt du département de 90 000 €, la baisse sera plus forte de plus de 40 000 pour Montpellier, mais enfin c'est très faible par rapport à ce qu'ils auraient souhaité comme remaniement des impôts. Sur ces deux impôts, les conseillers généraux avaient la faculté de voter des centimes additionnels supplémentaires dans la limite d'un plafond fixé par le gouvernement. Il faut savoir, l'impact de ces centimes additionnels sur la pression fiscale était important, parce que 10 centimes additionnels par franc, en sus de principal, équivalait à une augmentation de 10%
de l'impôt. On va le voir dans des cas que je vais vous citer. Pendant la majorité des années du Consulat et de l'Empire, les impôts directs restèrent relativement stables, relativement, parce qu'il y a quand même 2 années de forte hausse, en 1803, en 1806, 1807 et bien évidemment en 1813. Après la rupture de la paix d'Amiens avec l'Angleterre, le Conseil général affecta de sa propre initiative 600 000 francs pour la construction de la frégate Hérault dans sa séance extraordinaire du 30 juin 1803, faisant un petit peu, poursuivant une tradition de l'Ancien Régime. Il y avait eu ça aussi. Pour recueillir cette importante somme, les 9 conseillers généraux présents à cette séance votèrent 15 centimes additionnels sur la contribution foncière. Alors, 15 centimes, c'est 15%, donc vous voyez que c'est quand même important. Cette somme importante permettait de régler les frais de construction d'à peu près des 2/3 d'une frégate, d'après ce qu'on peut savoir du coût d'une frégate par l'excellente étude de Patrick Le Carvez. Dès le 7 avril 1804, les conseillers regrettaient cette décision pour 2 raisons. Même en envoyant loger des garnissaires, des soldats dans les familles récalcitrantes, les percepteurs ont eu du mal à faire rentrer l'argent. Première chose. Par ailleurs, les départements non volontaires n'ont pas été imposés. Donc finalement, ils ont voulu faire leur cours, mais ils ont payé l'addition. Au moment des campagnes de Prusse et de Pologne, le gouvernement imposa, là c'est le gouvernement directement, 10 centimes pour frais de guerre sur la contribution foncière de 1806, également de 1807. Le 8 juin 1806, le Conseil général ne vota qu'un quart de centime supplémentaire sur les 4 centimes autorisés pour les frais de culte et pour les travaux dans le département, ce qui est très peu. Et il dit, malgré les besoins de tout genre qu'assaillissent le département, le Conseil général, vu la calamité du temps et la non-volte des récoltes, pense qu'il ne faut pas ajouter des impôts aux impôts. Mais dès l'année suivante, eh bien, il va voter les 4 centimes pour le budget 2018, parce qu'il était nécessaire de les avoir pour les frais de culte, puisque les églises avaient été fermées, il y avait beaucoup de choses à réparer, les routes, la maison centrale de détention des Ursulines. En 1813, le gouvernement imposa 2 centimes additionnels supplémentaires pour couvrir les dépenses fixes et variables du département de l'Hérault. Et en raison des risques d'invasion de la France, le gouvernement avait besoin de nouvelles ressources. La loi du 20 février 1813 imposa la vente des biens communaux. Le 25 mai 1813, le Conseil général de l'Hérault, dans ce qui fut sa dernière séance sous l'Empire, demanda que certains biens communaux ne fussent pas vendus. Il est des parties du département où les terres en culture sont si maigres que les propriétaires seront obligés de les abandonner si les garrigues cessent d'être propriété commune. Au cours de cette même session, l'État demanda au Conseil général de voter à la fois les impôts des années 1813 et 1814. 3 types de dépenses constituaient les dépenses départementales. Les dépenses fixes, les dépenses variables, les dépenses supplémentaires financées par des centimes additionnels, facultatifs ou spéciaux. Alors, les dépenses fixes consacrées au traitement du corps préfectoral et judiciaire étaient ordonnancées par les ministères, tandis que les dépenses variables donnaient lieu à une répartition par le Conseil général. C'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Les dépenses variables les plus importantes par leur montant concernaient le traitement des employés et les frais de fonctionnement de la préfecture et des sous-préfectures, la réparation des bâtiments des tribunaux et des prisons, l'alimentation des détenus, qui est une charge très, très importante, les dépenses pour les enfants abandonnés, essentiellement en 1807 et en 1813. Comme dans le département de l'Isère, les autres dépenses représentaient des sommes plus modestes. La pépinière, dont je vais reparler, les primes pour tuer des loups, les pensions pour envoyer des élèves à l'école vétérinaire de Lyon, parce qu'on avait besoin d'avoir des vétérinaires dans chaque canton, et aussi des encouragements aux sociétés savantes, ce qui a été le cas pour notre ancêtre, la Société libre, qui a reçu, après 1807, une subvention. Pour couvrir ses besoins, le département de l'Hérault voyait ses dépenses augmenter progressivement. Et par la loi de finances du 21 février 1807, des centimes additionnels facultatifs, donc troisième façon, étaient autorisés pour prendre en compte les dépenses indispensables qui n'étaient pas compris dans les dépenses variables ou pas assez comprises. Les frais de culte, la construction des canaux, des chemins de route, des établissements publics.
Ces centimes facultatifs ordinaires n'étant pas suffisants, le gouvernement autorisait en 1810 des centimes additionnels spéciaux pour entretenir les routes de 3e classe. En 1813, les dépenses fixes financées sous forme de centimes additionnels aux contributions s'élevèrent à 258 525 francs. Les centimes pour les dépenses variables et les centimes additionnels et spéciaux votés par le Conseil général de l'Hérault atteignaient 282 911, c'est-à-dire à peu près autant des choses où ils n'intervenaient pas du tout et d'autres où ils avaient quand même un mot à dire, même si évidemment le préfet jouait un rôle important aussi et le gouvernement aussi. En disposant d'un pouvoir fiscal à la fois très limité et bien réel, le Conseil général arrivait difficilement à répondre aux besoins quotidiens des habitants, puisque quand même le but, pour les impôts directs du moins, ce qui n'était pas le cas des impôts indirects, était de ne pas trop augmenter les impôts, que ce soit, c'était une volonté impériale, et c'était aussi une volonté, on l'a vu, des conseillers généraux qui surtout ne voulaient pas augmenter les impôts. Alors maintenant, la troisième partie, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est de voir comment ils ont pris parti sur certains dossiers et est-ce qu'ils ont vraiment joué ce rôle de représentation départementale que leur avait fixé Chaptal. Alors, on va donc étudier à la fois leurs vœux dans les délibérations, les rapports, puisqu'ils faisaient des rapports dans les commissions. On peut distinguer deux types de... Bien sûr, on va prendre une petite sélection. On va prendre des exemples de refus de vœux par le gouvernement et puis des vœux qui ont été acceptés par le gouvernement. Alors, refus des vœux par le gouvernement. L'État n'accepta pas de rétablir l'école de droit et de restaurer un hôtel de la Monnaie à Montpellier. À titre d'exemple, il est souhaitable d'examiner en détail 3 refus notables: la suppression de la taxe sur le vin, la proportionnalité du nombre de bêtes de chaque propriétaire à la surface de sa propriété dans l'utilisation du pâturage commun, je vous l'expliquerai parce que ça semble difficile en le prononçant, et la cession par l'État de la citadelle à la ville de Montpellier. Suppression de la taxe sur le vin. Dès le 7 avril 1804, le Conseil général demandait la non-application de la future taxe sur le vin pour nos vignobles, l'équivalent de la dîme. L'équivalent de la dîme, dit-il dans ça veut dire qu'ils étaient quand même courageux, ils osaient quand même dire ce qu'ils pensaient et qu'on tolérait qu'ils disent ce qu'ils pensent quand même aussi. Car les grains et les raisins sont cotés au plus bas et la main-d'œuvre est payée comme dans le temps où les denrées ont eu plus de valeur. Après son adoption, une demande de diminution du montant de cette taxe fut renouvelée régulièrement. En février 1806, les employés de la régie de l'Hérault subissaient des voies de fait. En décembre 1806, dans un rapport à Sa Majesté impériale, le ministre de l'Intérieur Champagny abordait les conséquences négatives des droits sur le vin pour les départements cultivant la vigne. Les conseils généraux comprenaient la nécessité de disposer de ressources complémentaires pour financer la guerre contre l'Angleterre, mais demandaient de modifier le droit de perception. En 1807, le gouvernement donna satisfaction aux propriétaires aux dépens des consommateurs. La taxe sur le vin, qui n'était plus perçue dans la cave du producteur durant les 6 semaines de fabrication, se transformait en impôt direct à la consommation. Cependant, les critiques continuèrent. Le 10 juillet 1810, les conseillers généraux jugeaient que cette taxe n'avait pas de base fixe et que le montant variait tous les 15 jours en fonction d'instructions inconnues. Le 19 mai 1813, le Conseil général se fait l'écho d'une douzaine d'abus opérés par les préposés aux droits réunis contre d'honnêtes citoyens. Cependant, au cours de son inspection dans l'Hérault en janvier 1812, Pellet de la Lozère, conseiller d'État chargé du 2e arrondissement de la police, auprès du ministre de la police générale, Savary, jugeait positivement l'attitude de la population. La perception des droits réunis se fait sans peine, et sous ce rapport, on peut dire aussi que l'esprit public est bon, car ce département souffre beaucoup du ralentissement qu'il y a dans l'exportation de ces vins. On trouve les frais de régie des droits réunis énormes, on les évalue à 24% du produit. Donc, dans ce premier point, comme exemple, on n'a pas suivi leur demande. Deuxième point, les pâturages communs. Dans l'utilisation du pâturage commun, dès le 2 août 1800, le Conseil général souhaitait proportionner le nombre de bêtes à cornes de chaque propriétaire à la surface de sa propriété. De nouveau en 1807, le Conseil général de l'Hérault demandait de modifier dans ce sens la loi sur la police rurale du 6 octobre 1791 en déterminant la quantité de bestiaux qu'un propriétaire pourrait tenir proportionnellement au terrain possédé.
Le 8 mai 1807, le ministre de l'Intérieur Champagny répondait négativement au vœu de limiter l'accès aux biens communaux. Je cite le ministre. « Il me semble que cette disposition législative favorable aux indigents doit être maintenue, sauf les abus inséparables des meilleures choses, et qu'il faut proscrire par une surveillance exacte et poursuivre quand il y a des abus. » Donc il le maintient. Donc on peut dire là que le ministre n'a pas suivi l'avis des conseillers généraux et des propriétaires, puisque je pense qu'il tenait à la paix sociale. Troisième point, troisième exemple très intéressant, la cession par l'État de la citadelle à la ville de Montpellier. Par sa délibération du 17 avril 1804, le conseil général de l'Hérault appuyait la demande de la ville de Montpellier qui désirait obtenir la cession par l'État de la citadelle de Montpellier. Le conseil général estimait que ce transfert compenserait la perte des biens communaux montpelliérains pendant la Révolution et les dépenses considérables effectuées pour créer le lycée. Et surtout, les conseillers généraux considéraient, et je cite le texte, qu'on aurait ainsi les moyens de créer une nouvelle ville. Le conseil général soutenait d'autant mieux les projets de la ville de Montpellier que 3 conseillers généraux importants, Boussérolle, dont j'ai déjà parlé, Coste-Fréjac et Pondin de Saint-Hippolyte, exerçaient également les fonctions de conseiller municipal de Montpellier sous le consulat et l'Empire. En 1804, un plan de l'extérieur, vous l'avez en boucle, là, il y a un moment, de la citadelle fut dressé pour délimiter les terrains vers la citadelle. C'est-à-dire il y avait les terrains qui avaient été acquis légalement sous l'Ancien Régime, légalement en 1792-93, et là on essayait de récupérer, l'armée essayait de récupérer les autres terrains, mais ne répondait pas à la demande donc, des conseillers municipaux et des conseillers généraux. Alors la prise en compte des avis par le gouvernement. Il y a eu aussi, bien sûr, des avis pris en compte. Le gouvernement prenait en compte en partie certaines demandes. La demande de rétablissement de l'école de dessin de Montpellier, ouverte seulement le 1er janvier 1810. En partie aussi la diffusion de cours d'accouchement dans les chefs-lieux du département. Le développement des mines de houille par la création d'un poste départemental d'ingénieur des mines. La gestion par le conseiller général de l'Hérault, le chevalier de Belloc, d'un dépôt de bélier mérinos au château de Preigne, canton de Vias, arrondissement de Béziers. Cependant, les dossiers validés les plus essentiels correspondaient au recreusement et à la modernisation des ports de Sète et d'Agde, aux réparations et à la création de routes et à la création d'un cadastre. Recreusement et modernisation des ports de Sète et d'Agde. Le 2 juin 1802, le conseil général constatait le très mauvais état des ports de Sète et d'Agde. Je cite, « Les bâtiments étrangers, effrayés par les naufrages dont il y a tant d'exemples, renonceront à nos parages et nous perdrons ainsi tous les moyens d'exportation. » Soutenu par le conseiller général Carion-Nissas, dont j'ai parlé, devenu tribun, la loi du 3 mai 1803 établissait un droit pour l'entretien du port de Sète, ce qui allait permettre d'accélérer le creusement du port de Sète pour accueillir les bateaux de haute mer. En 1804-1805, l'ingénieur en chef des Bouches-du-Rhône, qui était chargé donc de cela, estimait à 336 000 francs les travaux nécessaires pour remettre en état les ports de Sète et d'Agde, ce qui était quand même très important. Puisqu'on a vu que les budgets, on voyait des budgets à 280 000 francs. Le 6 juin 1806, à la demande du préfet, les conseillers Juin de Siran et d'Auby accompagnaient le préfet pour assister à la sonde du port de Sète afin de juger de l'ensablement. À la suite des travaux effectués, le port de Sète pouvait accueillir en 1809 un vaisseau de ligne et une grosse frégate. En 1811, l'enrochement du port de Sète permit de fermer la passe à l'ensablement. Cette même année, les travaux pour réparer le chenal et prolonger la jetée commençaient au port d'Agde. Malheureusement, le 29 février 1812, le préfet indiquait au ministre de l'Intérieur que les travaux dans les ports de Sète et d'Agde étaient suspendus en l'absence de crédits disponibles depuis octobre 1811. On va le voir qu'à la fin de l'Empire, les crédits sont votés, mais on a du mal à les affecter, même s'il y a la volonté de le faire. Deuxième point, mais il y a quand même des progrès à Sète et Agde. Réparation et création de routes, entretien des chemins. Comme dans 83 départements, les routes avaient été mal entretenues pendant la Révolution. Usurpation des fossés par les propriétaires, destruction des talus par les troupeaux, ponts souvent en ruine comme celui de la Mosson, pont de Gignac inachevé. En 1801, le préfet informait le conseiller Belloc, général Belloc, qu'il ne bénéficiait que de 60 000 francs, alors qu'une étude montrait qu'il fallait 907 000 francs. 60 000, 907 000 francs. Seule la route de première classe, Paris, Clermont, Béziers, Montpellier, Narbonne, Perpignan, en direction d'Espagne, qui rejoignait l'unique poste aux chevaux du département de l'Hérault, était entretenue
correctement, à peu près correctement, pour des raisons, vous en doutez, stratégiques. Considérant que les centimes additionnels facultatifs intitulés frais de culte, réparation et construction de canaux, de chemins et de routes d'un montant de 117 000 francs se trouvent absorbés par des objets étrangers aux réparations et constructions de routes de troisième classe. Ils étaient absorbés par quoi? Par le culte catholique. Les églises étaient en ruine, il fallait payer les prêtres, il y avait des tas de choses à faire. La maison centrale de détention, les prisons étaient dans un état, les locaux innommables. Le dépôt de mendicité qui devait être créé, des casernes de gendarmerie qui devaient être créées. Le 23 février 1810, le Conseil général de Réau vota 4 centimes additionnels spéciaux pour les routes de troisième classe qui sont validés par le décret impérial du 20 juin 1810. Leur recouvrement devait avoir lieu en 1811-1812. Du 4 mai au 6 mai, les conseillers généraux déterminaient la répartition des routes de l'Hérault en routes départementales, anciennes routes de troisième classe dont j'ai parlé, et en chemins vicinaux, ainsi que les priorités dans les réparations et constructions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le classement national départemental, ça a été fait, et on va s'appuyer là-dessus, pendant des dizaines, voire des centaines d'années, sur ce classement qui a été opéré sous l'Empire en 1811. Le 14 mai 1813, le Conseil général affectait des crédits aux 15 routes départementales en fonction de 3 centimes spéciaux votés pour 1813 et validés par le décret impérial du 7 janvier. De même, en 1814, mais en 1814, voter des centimes et surtout les recouvrer devenait compliqué pour tous les impôts. Pour accélérer la procédure d'approbation du décret relatif aux centimes spéciaux pour les routes votées en 1812 par le Conseil général, le préfet écrivait une supplique au directeur général des ponts et chaussées en janvier 1813. Le décret n'ayant pas encore paru, je viens, monsieur le comte, réclamer votre sollicitude pour vous prier de profiter de la présence de Sa Majesté à Paris à l'effet de poursuivre l'émission de ces crédits et afin de me mettre à portée de faire les réparations dans les routes, d'autant plus que depuis la validation de ces crédits, des orages et des inondations ont eu lieu et n'ont pas amélioré les routes. Sans prendre en compte d'éventuels retards, on a vu, non pas dans les crédits votés, dans la volonté de les donner, il y en a une partie quand même, il y a eu une amélioration déjà des routes sous l'Empire. Le 6 mai 1812, le Conseil général de l'Hérault fixa à 15 ans le terme où toutes les routes départementales de l'Hérault seront terminées et mises en état de simple entretien. C'est-à-dire qu'elle avait prévu qu'il fallait aller jusqu'en 1827. Autre point qui a été validé par l'empereur, mais que je vais très simplifier parce que ça mériterait vraiment une communication, c'est le cadastre. Le cadastre devient parcellaire en 1807, mais ce qui est très très important, il n'est plus par masse de culture, donc il est fiable, mais c'est qu'il va être exécuté au niveau départemental et non au niveau, ce n'est pas les communes qui pilotent. Et c'est pour cette raison qu'il a pu s'appliquer. Parce que quand la constituante l'a fait par commune, ça a rapidement bloqué. À la veille, à la fin de l'Empire, en 1814, il y avait déjà 59 communes sur 333, 59 communes sur 333 qui étaient complètement cadastrées, mais selon le cadastre parcellaire. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que non seulement il faut les cadastrer, mais avant, il fallait border les communes, il fallait faire les bornages, enfin il y avait d'autres opérations très importantes à faire. Répondant à la demande du Conseil général, ça c'est un point où le gouvernement a donné un avis favorable, les années du prix du vin choisies comme référence pour l'évaluation cadastrale des vignes furent modifiées en 1813. Ces évaluations cadastrales à la baisse serviront de base aux futures contributions foncières qui seront donc moins élevées. Le 10 mai 1813, un conseiller a fait observer, en plein conseil, que c'est particulièrement aux bons offices de monsieur le préfet qu'on en est redevable des substitutions d'années au prix de vin plus modeste à celles d'années au prix plus élevé. Dernière partie avant de conclure, on voit que ça avance, qu'il y a des choses qui se passent en dépit de la situation politique de la France, qui est compliquée, avec cette guerre mondiale, finalement, avec l'Angleterre, pour la domination, et qu'on va perdre, malheureusement. Eh bien, il y a une véritable convergence et une bonne entente avec le préfet. Ça a lieu dans d'autres départements aussi, mais dans certains autres départements, ce n'est pas le cas. Et là, ça a vraiment un effet important. Alors, une véritable convergence entre le préfet existe. Elle ne se limite pas à ce dossier.
On pourrait évidemment donner... il y a quand même des divergences. Je vais donner une divergence. Il y a plus de convergence. J'en donne une. La pépinière, c'était quelque chose qui était souhaité par le gouvernement, mais le préfet était vraiment très favorable. Les conseillers généraux n'étaient pas favorables et ils ont à un moment supprimé les crédits. Le préfet les a rétablis, en 1804-1805. Mais c'est un des rares cas où, en général, il y avait une bonne entente. Et il y a un dossier qui est très intéressant, où on va voir que non seulement ils s'entendaient bien, mais ils n'étaient pas forcément suivis par le gouvernement. On en avait déjà vu un cas. L'exemple du livret pour les valets de ferme, ce sera le dernier point avant de conclure. Une affaire peut illustrer la convergence. Le président, le 17 avril 1804, le président Grasset et le secrétaire Antoine Costefréjoc présentèrent un rapport au Conseil général adopté à l'unanimité qui préconisait l'institution d'un livret pour les valets de campagne sur le modèle du livret ouvrier institué par l'État en 1803. Comme c'était le cas autrefois, les rapporteurs souhaitaient revenir à un contrat de louage d'1 an, sans possibilité pour les valets de quitter leur maître au moment des moissons et des vendanges. Je cite le texte, n'est-il pas juste que lorsque le propriétaire a nourri des domestiques dans un temps où souvent le dérangement de la saison ne leur a pas permis de les employer à aucun travail, il en soit dédommagé dans le temps de l'activité agricole. Le préfet Nogaret, lui-même propriétaire foncier dans l'Aveyron, soutenait fortement leur avis jusqu'à publier, c'était pas prudent, le 9 septembre 1805, un arrêté portant règlement relatif aux valets de campagne. Les valets seront rétribués en raison du service rendu et du degré d'activité de la période de l'année. Des gages faibles en hiver, moyens au printemps et forts en été. Dans une période où la main-d'œuvre manquait en raison de la conscription, il s'agissait d'éviter, au moment des moissons et des vendanges, le départ de valets sollicités par des salaires plus élevés chez d'autres maîtres. Cet arrêté envoyé à l'approbation des autorités supérieures, du ministre de l'Intérieur, n'a pas été validé, il a été toqué, il n'a pas été validé. Mais ça montre que vraiment, ils s'entendaient bien. Mais là, il faut le reconnaître pour leur intérêt, l'intérêt des propriétaires fonciers. En 1807, le Conseil général demanda de nouveau une loi relative aux valets de ferme. Il continue. Le 29 août 1811, le Conseil général souhaitait l'introduction d'un livret pour les valets de ferme dans le Code rural, si longtemps attendu, et qu'il soit soumis au corps législatif à sa prochaine session. En 1814, la rédaction du Code rural était terminée, mais ce texte n'avait pas été présenté au vote du corps législatif pour préserver en fait la paix sociale. En raison d'intérêts divergents entre les gros propriétaires et les petits paysans, le gouvernement jugea que le code civil était suffisant pour régler les conflits à la campagne. 3 conclusions peuvent être tirées. En raison de la bonne entente entre le préfet et les conseillers généraux, le Conseil général de l'Hérault fonctionna normalement et sérieusement jusqu'à la fin de l'Empire. Les sessions du Conseil général de l'Hérault ne furent pas abrégées. L'absentéisme n'augmenta pas sous l'Empire. Contrairement au département de Haute-Garonne, observé par Jacques Gauchot dans son livre « Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire », le Conseil général de l'Hérault n'était pas réduit à l'impuissance à partir de 1806. Le personnel départemental, comprenant seulement une trentaine de fonctionnaires, les conseillers généraux assuraient gratuitement une réelle expertise et servaient de relais dans les territoires, puisqu'il y en avait une trentaine au niveau de la préfecture, et dans les sous-préfectures, ils étaient 5 avec le sous-préfet. Comme ce fut le cas dans les Pyrénées, les conseillers généraux de l'Hérault entretenaient de bonnes relations avec le préfet. Le 10 mai 1813, le président Grasset affirmait que le Conseil général de l'Hérault souhaitait vivement garder le préfet Nogaret démissionnaire en raison de son état de maladie. Donc il a quitté, juste avant la chute de l'Empire, il a quitté le département, mais il est resté tout l'Empire. Le Conseil général assura donc la deuxième conclusion, avec plus ou moins de latitude selon les années, ce rôle fiscal et budgétaire au demeurant limité. Certes, en raison de la guerre, dans les années 1808, 1809, 1812, 1813, il ne put assurer la répartition des impôts entre les arrondissements. Mais il détermina régulièrement les dépenses variables et facultatives, tout en assurant un contrôle des deniers publics engagés. Dans le cadre d'une relative stabilité des impôts directs départementaux décidés par l'empereur, les dépenses pour la restauration du culte catholique et également pour la guerre se firent au détriment de la modernisation des ports. Pas complètement, mais on a vu qu'à la fin de l'Empire, on avait du mal à affecter les crédits qui étaient votés parce qu'il y avait d'autres dépenses.
En dépit de son hostilité à l'augmentation des impôts, il vota souvent le maximum des centimes additionnels autorisés. Donc là, il s'est fait un peu violence, parce qu'il voyait qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire et qu'il voulait les faire notamment sur les routes et sur les ports de son département. Troisième conclusion, le Conseil général exposa réellement les problèmes d'un département en récession à cause de la guerre et surtout de la guerre maritime. Dans un article consacré à l'opposition au Premier Empire sur les conseils généraux, dans les conseils généraux et les conseils municipaux, Jacques Gauchot, donc c'est dans un autre document, a développé une analyse qui reste toujours là valable. Je cite, « Si on scrute de plus près les délibérations de ces conseils, si on s'efforce de lire entre les lignes de leurs procès-verbaux, on s'aperçoit qu'au-delà des formules laudatives, les critiques du régime impérial ont été très fréquentes. Et on le permettait, ils pouvaient s'exprimer. Le 23 novembre, et pas seulement en 1813, au moment où l'Empire allait chuter, en 1813-1814. Le 23 novembre 1811, la commission chargée de présenter le budget de l'année 1812 de la ville de Montpellier demanda au conseil municipal d'émettre de très respectueuses observations. Je cite le texte. « Il serait à désirer que le gouvernement voulût bien ne plus mettre à la charge de la commune certains objets de dépenses dont le montant absorbe la majeure partie de ses revenus, dit la ville. Et de même, dans ses rapports et ses délibérations, le Conseil général de l'Hérault, très admiratrice dans ses adresses à l'empereur, est désireux d'élever un monument à la gloire de Napoléon qui n'a jamais vu le jour parce que Napoléon ne l'a jamais validé. Ils avaient voté des crédits et Napoléon n'a jamais validé ce monument qui devait être fait par Canova, parce que tout le monde utilisait Canova à l'époque. Donc je vais un petit peu dévier pour parler de ce monument. Alors, donc, dans ses rapports, le Conseil général exprimait avec clarté et prudence les véritables difficultés du département de l'Hérault. Commerce languissant en raison de la guerre maritime, lourdeur des réquisitions dues à la guerre d'Espagne, effet désastreux de la taxe sur le vin, impôt trop élevé, pour une économie en récession, retard dans les travaux de réparation des routes et des ponts, même s'il constatait une grande amélioration par rapport à la période précédente. C'est le début de la restauration de cet ensemble. Pour favoriser l'essor de l'agriculture et du commerce, les conseillers généraux souhaitaient faire réparer les routes, mais ils espéraient donner aussi du travail à une partie de la population ouvrière et paysanne au chômage. Il faut voir que c'était assez catastrophique à Sète et à Ledève, par exemple. Sète, le port, Ledève, le textile, même si à Ledève, il fabriquait des uniformes, mais comme le gouvernement avait du mal à les payer, les uniformes, il les payait avec retard, c'était quand même compliqué pour eux. On peut dire, et ce sera ma conclusion finale, que le Conseil général a été utile, a joué un véritable rôle, n'a pas été une institution fantoche, même s'il avait des pouvoirs milités. Il exprimait l'état de l'opinion publique, du moins celle des notables, on l'a vu plusieurs fois, sur lequel s'appuyait l'Empire. Ainsi assurait-il réellement la mission confiée par Chaptal de représentation départementale. Je vous remercie de votre attention.